Semel chez vous, messieurs, dames, bonjour et bienvenue à ce tout premier numéro. Vous êtes en direct de Semel 13 Télévision. Vous faites bien. Alors, à la veille du grand oral à l'hémicycle, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a exprimé aux députés son vœu de voir l'exécutif travailler, collaborer étroitement avec la Chambre basse du Parlement afin de conduire le pays vers son développement. Cette dernière a déposé, vous savez, son programme d'action. C'était le samedi dernier. Alors, l'investiture du dit gouvernement interviendra certainement sauf imprévu ce mardi 11 juin 2024. D'aucuns espèrent que la RDC va connaître un tournant décisif avec cette équipe dirigée par une femme. Cependant, les défis sont très énormes. Tout paraît prioritaire dans le pays. Madame Suminwa, Judith et son équipe vont-ils être butés au problème de la hiérarchisation de ces priorités? Par où vont-ils commencer? La restauration, est-ce la restauration de l'autorité de l'État, les infrastructures de base, la santé ou encore la question sécuritaire? La liste n'est pas exhaustive. En second lieu, nous allons parler de l'investiture du gouverneur Daniel Bumba. Ça y est, il a été investi par le président de la République. L'heure du travail a sonné. Vu les attentes de Congolais et l'urgence, l'actuel gouverneur est un bon profil pour la gestion de la ville de Kinshasa. Messieurs, dames, pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Faustin Simanga. Il est avec nous sur ces plateaux. Je le salue. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, je rappelle qu'il est cadre et communicateur du LGD Parti, cher à Matata Pogno. Déjà, comment ça se porte? Nous avons assisté, vous avez eu de séances de travail, conclave. Comment ça s'est soldé, votre conclave? C'était quoi le but poursuivi tout d'abord? En tout cas, notre parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD, se porte très bien. On est en très bonne santé politique. Vous l'avez constaté avec l'organisation du tout premier conclave politique qui s'est organisé au siège national pour les 2 premiers jours et s'est clôturé au centre Nganda le 1er juin 2024. C'était dans le but de pouvoir évaluer les processus électoraux, savoir dans quelle mesure nous avons pu glaner des sièges, même si celles-ci nous ont été arrachées par la CENI et son organisation. On a évalué tout ça, on a évalué la marche du parti en interne, comment les uns et les autres ont abordé les questions des élections et comment nous avons géré l'après. Et tout ça a été au centre des réflexions qui se sont déroulées du 30 au 1er juin 2024. Et à l'issue de ces consultations ou de ces échanges-là autour du président national, où on a vu tous les camarades du parti venant et représentant toutes les provinces de la RDC. Il y avait plusieurs représentants de l'Est, de l'Ouest et même du centre de la RDC. Et vous comprenez là que la République démocratique du Congo était au centre de nos échanges au conclave et nous avons pu décider, entre autres, notre participation aux prochaines élections, notre volonté de pouvoir la CENI actuelle être supprimée pour qu'on la remplace par une structure internationale qui pourra organiser les élections réellement libres, crédibles et démocratiques. Donc vous comprenez là que c'est parmi les décisions phares qui ont été décidées à l'issue du conclave politique. C'est entre autres aussi dire tout haut et fort que les élections de 2023 ont été chaotiques. Nous continuons à penser que les élections de 2023 ont été chaotiques. C'est comme ça que nous voulons que la CENI actuelle puisse être supprimée. C'est ça la proposition mais attendez, qui a été... Monsieur Faustin, vous parlez encore de la question des élections alors que le gouvernement va bientôt être investi. Est-ce pas un peu tard par rapport au contexte politique Non, mais actuel? vous savez, les gouvernements actuels est issu des élections. On ne peut pas parler investiture du gouvernement sans évoquer les questions électorales. Il ne faudrait pas tout de suite chercher à tourner la page. Les processus électoraux est fini avec
l'élection de sénateurs, quoique dans certaines parties de la RDC, ils n'ont même pas encore leurs députés. Donc vous comprenez que le processus, ou du moins est presque fini, pour ne pas dire qu'il est encore en cours. Donc on en parle justement pour tirer les leçons de 2023. Parce qu'il ne faudrait pas vouloir tourner la page sans tirer les leçons de 2023. C'est dans ces cas-là que notre conclave va être organisé, et les propositions que nous sommes en train de faire, c'est notamment la suppression pure et simple de la CENI. Avant d'en arriver, M. Faustin, c'est de ces élections chaotiques que vous qualifiez de chaotiques que Matata Ponyo a été élu comme député et qu'il s'est fait consulter également. Non, mais vous savez, Matata Ponyo Mapon a été choisi par les peuples à travers les élections qui étaient chaotiques. Je pense avoir dit plus d'une fois que même si les élections sont organisées de la plus mauvaise des manières possible, Matata Ponyo Mapon va être élu parce que les peuples l'aiment et les peuples les veulent. Les conditions d'organisation des élections, nous ne devons pas mettre ça sous silence parce que notre président national a été élu. Nous en parlons avec vigueur justement parce que notre président national a été élu justement, et c'est comme ça qu'on peut, en sachant qu'il y a eu un chaos électoral, en parler pour que pareille organisation ne se répète pas. C'est comme ça que nous pensons. Pour que l'organisation chaotique ne se répète pas, nous devons supprimer la CENI. Et il s'est fait consulter par l'informateur? Non, il a vu, effectivement, comme vous avez vu sur les photos, il a vu Augustin Kambouya qui était nommé par le président de la République, chef de l'État, comme étant formateur. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui a été consulté se sont retrouvés dans le gouvernement. Quoique, il s'est vu avec Augustin Kambouya, s'ils sont entre Congolais, ils se sont vus dans un contexte qui a été traduit par les réseaux sociaux notamment, selon la volonté que les peuples voulaient. Tous les Congolais voulaient que Matata Ponyo Mapon revienne aux affaires, puisse gérer le gouvernement. Ça, c'est un secret pour personne. Il était ouvert, il était pas... Effectivement, nous, on est la réserve de la bonne gouvernance. Nous sommes un parti politique qui veut gouverner, qui est prêt à gouverner. Mais dans quelles conditions? C'est ça. Nous ne sommes pas demandeurs, nous sommes pas demandeurs des postes. Nous sommes au service de la nation. Dans ces contextes-là, Matata Ponyo Mapon a été consulté. Oui, c'est vrai, il a été avec Augustin Kambouya. Mais c'était justement pour dire à Augustin Kambouya qu'il ne viendra pas au gouvernement. Il a dit à Augustin Kambouya, il a même répété sur les chaînes de vos confrères de TV5 Monde qu'il ne voulait pas être ministre. Si on le proposait, il allait dire non. C'est la même chose qu'il avait dit lors de consultations à Augustin Kambouya. Il a fait que répéter en face ce qu'il pensait déjà. Par respect, puisque l'invitation là a été adressée, il a dit à Augustin Kambouya qu'il ne va pas aller au gouvernement. La preuve, il n'est pas au gouvernement. Il a refusé d'aller dans le gouvernement. Il n'est pas dans le gouvernement. Il est respectueux de ses paroles. Ou il ne s'est pas retrouvé. Voilà pourquoi, quand il s'agit de grosses parts... Non, mais vous pensez que Matata Ponyo Mapon est encore dans une position où il peut commander un poste. Il a déjà dépassé cette étape-là. Il veut être au service de la République. Il veut avoir les résultats. Il a vu que même si on le proposait dans ces conditions actuelles, il ne pouvait pas accepter. Parce que justement, les logiciels ou les systèmes d'exploitation qui est derrière ces gouvernements est infesté de virus. Et ce n'est un secret pour personne que quand il y a un virus dans un système, le système ne va pas bien marcher. Voilà. Donc Matata Ponyo Mapon ne pouvait pas aller dans un gouvernement où on sait déjà que l'échec est quasiment écrit. Il s'est fait consulter, ouf, on ne parle plus du dossier 100 jours. Non, mais vous savez, les dossiers 100 jours concernaient plutôt l'actuel président de l'Assemblée nationale. Et je pense que vous voulez dire des dossiers Bukanga Lonzo. Nous savons, les dossiers Bukanga Lonzo, c'est juste un alibi du gouvernement actuel. On le sait, c'est un dossier politique. On le sait qu'on a toujours voulu la tête de Matata Ponyo Mapon, et comme il n'y a pas dans l'RJBC, il y a quelque chose qui pourrait empêcher Matata Ponyo Mapon de faire porter sa voix. C'est comme ça qu'on a voulu à tout prix ressortir et encore ces dossiers de Bukanga Lonzo. Mais pour nous, ces dossiers sont derrière nous. Donc vous insinuez qu'il n'y a pas de preuves qui inculperaient Matata Ponyo de ce dossier Bukanga Lonzo? Il n'y a même pas besoin d'insinuation. Les choses sont claires. Il n'y a rien qui lie Matata Ponyo Mapon à cette affaire de Bukanga Lonzo.
Tout ce qu'il y a, c'est un dossier politique, c'est une volonté politique de pouvoir avoir au moins quelque chose pour empêcher la progression de la voix de Matata Ponyo Mapon. Mais c'est l'échec parce que Matata Ponyo Mapon continue à faire porter la voix haut et fort parce que la population a besoin de lui. La preuve, partout où il passe, les Congolais veulent qu'il puisse revenir parce qu'il a les secrets de la stabilité du cadre macroéconomique. Alors, le LGD veut également que la CENI soit remplacée, c'est ce que vous étiez en train de dire, par une structure internationale indépendante pour l'organisation des élections plus crédibles. Dites-nous un peu plus. Mais vous savez, les conclavistes étaient en réflexion du 30 au 1er juin, donc du 30 mai au 1er juin. On a réfléchi, on s'est dit, tiens, on a vécu le moment des élections, on a vu les machines à voter, même dans les chambres à coucher, de certains députés proclamés élus. On a vu les chambres, les machines à voter, même dans les chambres de certains 4e et 5e bureaux de certains acteurs politiques. Dans ces contextes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Puisque les LGD réfléchissent. Les LGD s'est dit, les élections nous ont coûté 1 milliard de dollars, ou un peu plus d'1 milliard de dollars. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir gérer cette situation? Et on a proposé à l'issue des réflexions la suppression pure et simple de la CENI. C'est-à-dire que la CENI n'existerait plus. On la remplacerait par une organisation internationale qui va s'occuper de l'organisation des élections. C'est comme dans un match de football. S'il y a l'équipe un peu comme les Léopards, et je profite là pour féliciter les Léopards qui ont gagné leur match contre les Togo. Imaginons qu'au Togo, le match des Léopards avec les Togo, il y a un arbitre qui est congolais. On sous-entend que le match ne sera pas bien arbitré. On a constaté que l'organisation actuelle de la CENI n'a pas permis que nous puissions avoir les élections en 2023 dans les bonnes conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il faut réfléchir et anticiper l'avenir. On propose la suppression pure et simple de la CENI actuelle pour la remplacer par une organisation internationale qui va coûter moins cher. Selon les réflexions du LGD, ça va nous coûter à peu près, ces changements-là vont nous coûter à peu près 100 millions de dollars. Ce qui sera nettement moins que ce qu'on a dépensé dans une élection les plus chères de la République. Parce que c'est la première élection qui aurait coûté 1 milliard de dollars. Donc vous comprenez que c'est des propositions que nous faisons là pour permettre à ce que l'État puisse faire des économies. Avec 100 millions de dollars, on pourra organiser des élections. Plutôt qu'avoir une CENI budgétivore, quand elle-même consomme plusieurs millions de dollars pour son fonctionnement, plusieurs millions de dollars pour satisfaire les besoins et les caprices des uns et des autres. Donc il faudrait la supprimer, supprimer la CENI donc, pour permettre à ce que les RDC puissent faire des économies. Imaginons, madame, on a 100 millions de dollars pour organiser les élections. C'est nettement moins que 1 milliard dépensé. Donc, ça va permettre à ce que, dans ces conditions-là, il y ait des routes qui sont construites, il y ait les développements réels, il y ait stabilité même du cadre macroéconomique, parce qu'on va faire des économies, vous l'aurez compris. Il ne faudrait pas que les élections coûtent très cher pendant qu'on peut les faire à moins cher. Et la façon de la faire le moins cher possible, c'est notamment supprimer la CENI qui est budgétivore au-delà de son incapacité d'organiser les élections dans de bonnes conditions. Il faut dire que les machines à voter ont coûté très cher. Il y a eu même des surfacturations. Personne ne contrôle la CENI, personne n'audite la CENI. Il ne faudrait pas que ce soit une institution qui est en train de nous vider nos poches parce que l'argent qu'ils sont en train d'utiliser, c'est l'argent du contribuable congolais. Donc, vous comprenez que supprimer la CENI, c'est salutaire pour la République. On supprime la CENI, on la remplace par une organisation, on va garantir la bonne organisation des élections, on va garantir la transparence, on va garantir aussi l'impartialité. Parce que la CENI, dans son format actuel, est totalement inféodée au pouvoir. Donc, vous comprenez que la solution que le LGD est en train aujourd'hui de mettre sur la table, c'est une solution qui permettra à ce que nous puissions réellement faire des économies. On a vu les chiffres du gouvernement actuel, prévision bien sûr, du gouvernement actuel. On va peut-être en parler en profondeur. Et si vous voyez, la partie consacrée aux élections est à combien? Et déjà, si on ne prépare pas les élections prochaines, on va se retrouver dans la même situation et on verra une CENI qui va nous coûter cette fois, je pense, des milliards, pendant qu'on peut simplement la supprimer et donner la charge à une organisation internationale qui pourra s'occuper de l'organisation des élections. On va moins dépenser, madame.
Alors, supprimer la CENI, vous l'avez dit, serait salutaire pour la République. Une solution qui laisse une brèche à la révision constitutionnelle, ne le voyez-vous pas? Ah non, mais vous savez, ne faites pas, madame, les lits de ceux qui veulent changer la Constitution. Le LGD est formel. On ne veut pas qu'on touche à la Constitution. Mais vous voulez que la CENI soit supprimée? Je vais en Comment ça va se venir. faire? Je vais en venir. Je suis sûr que ceux qui nous suivent aujourd'hui se disent, OK, s'il faut toucher à la CENI, il faut supprimer. Il faut réviser la Constitution. Non, madame. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. On la remplace par une autre institution d'appui à la démocratie. C'est simplement que dans la configuration actuelle, la CENI n'existerait plus. Donc, ça sera une organisation internationale qui viendra organiser les élections. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas besoin de toucher à la Constitution. Pourquoi on est en train de nous opposer l'effet de toucher à la Constitution, à cette proposition? C'est justement parce que les sujets que le pouvoir actuel veut que les Congolais parlent, c'est le changement de la Constitution. Pendant qu'ils savent pertinemment que ça ne doit pas être à l'ordre du jour et ce n'est même pas pertinent pour les besoins actuels de la RDC. On n'a pas besoin de toucher à la Constitution quand il faut donner de l'électricité aux Congolais. On n'a pas besoin de toucher à la Constitution quand il faut stabiliser le cadre macroéconomique. On n'a pas besoin de toucher à la Constitution quand il faut sécuriser la population Quand à il l'Est. faut supprimer la CENI également. Non, mais notamment. Donc, si on veut proposer les changements de la Constitution parce qu'on veut tout simplement maintenir le président actuel au pouvoir parce que ce n'est secret pour personne, que c'est son dernier mandat. Donc, il ne pourra plus avoir la possibilité de pouvoir postuler parce que la loi l'interdit. Et ce n'est un secret pour personne que les prochains sénateurs à vie s'appellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel président de la République. Donc, c'est les prochains sénateurs à vie en 2028. Ce n'est un secret pour personne. Nous, on est en train de proposer des solutions qui pourront permettre à ce que nous puissions faire l'économie. Il ne faudrait pas, par le besoin de voir que les Congolais sont en train de discuter sur le changement de constitution ou pas, qu'on puisse, à chaque fois, si on veut que la route puisse être asphaltée, il faut changer la constitution. Si on veut qu'on puisse sécuriser la population de l'Est, non, il faut changer la constitution. Si on veut donner de l'eau à Ngaba et partout, non, il faut changer la constitution pour le faire. Non, madame, il ne faudrait pas qu'on puisse réduire les débats à ça. Il faut stabiliser le cadre macroéconomique, il faut améliorer la gouvernance, il faut améliorer les leaderships, c'est ça la priorité. Ce n'est pas le changement de la Constitution. Aussi, il faudrait changer la Constitution. Madame, Constitution des belligérants, ça c'est des arguments qui sont vendus à tue-tête par l'Union dite sacrée. Madame, l'accord de Sun City, c'est parmi les socles qui permet à ce que notre pays existe aujourd'hui tel qu'il est. Nous avons connu, bien sûr, il y avait des belligérants, et quelque peu aussi ceux qui sont au gouvernement actuel. Pourquoi on va dire aujourd'hui que la Constitution est la Constitution des belligérants pendant qu'entre 2015 et 2016, on défendait bec au ongle de ne pas changer la Constitution? Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans ce pays pour ne pas qu'on touche à la Constitution. Si la Constitution actuelle n'a pas été touchée depuis 2016, c'est justement parce qu'on ne voulait pas se retrouver dans le même scénario dans lequel l'opposition de l'époque, aujourd'hui, au pouvoir, veut nous remettre dans le même débat. Ça devrait être à la limite honteux et ridicule de voir qu'aujourd'hui, il y a ceux qui ont défendu cette même constitution avec honte et remettre sur la table la question de changement de constitution. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment qu'à partir du moment où on change la constitution, il y a une brèche qui pourra permettre à ce que le président actuel puisse postuler encore, parce qu'on passerait à la 4e République, vous l'aurez compris. Donc c'est tout ça qui est la motivation de cette volonté de changer la constitution. Pendant que nous, on propose des solutions qui ne vont pas toucher à la Constitution, mais permettre à ce que les conditions de vie puissent être améliorées, qu'on puisse donner l'électricité aux Congolais. Imaginons, on supprime la CENI, on fait l'économie de tout ce qui pouvait être dépensé par la CENI, on aurait construit des routes, on aurait permis à ce que les Congolais de l'Est qui sont aujourd'hui touchés par l'incendie puissent trouver de quoi se réhabiliter. Et vous pensez sincèrement que toucher à la Constitution va sécuriser la population de l'Est? Est-ce que toucher à la Constitution va nous aider à récupérer Bunagana? C'est ça les questions sur lesquelles il faudrait peut-être mettre les curseurs, pas sur le changement de constitution qui est motivé que par une volonté de se maintenir au pouvoir. C'est ridicule et c'est honteux qu'il y ait des personnes
qui ont fait plus de 30 ans à l'opposition parce qu'ils voulaient protéger les lois de la République, parce qu'ils voulaient protéger la Constitution, qui se retrouvent aujourd'hui dans une position où eux-mêmes veulent changer la Constitution. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait comme combat reposait sur du vent. Si aujourd'hui, nous ne voyons pas les résultats en termes de gestion, en termes d'amélioration des conditions de vie, c'est justement parce que leur opinion ou leur idéologie en apparence repose sur du vent. Et si aujourd'hui, ils sont en train de vouloir changer la Constitution, ça veut dire que le combat et les années de lutte, c'était que du vent. Parce que c'était eux les premiers d'abord de respecter la Constitution et améliorer les sociétés des Congolais. Les peuples d'abord, est-ce que c'était du vent? Donc c'est une question d'intérêt personnel maintenant. Non, mais c'est même pas question de lier ça. C'est des questions d'intérêt politique. Parce que même, je dirais même pas d'intérêt politique, je dirais l'intérêt politicien. Parce que cette démarche-là ne pourrait pas être politique. Parce qu'un politique consensueux saurait qu'en ce moment, il ne peut pas y avoir débat sur changement des constitutions. On est en début de mandat, en début du dernier mandat du président actuel. C'est suspect quand même de mettre et de vouloir que les sujets sur le changement de la Constitution puissent être en avant et puissent être d'actualité. Parce que, bien sûr, on veut que le président actuel puisse être candidat à son troisième mandat. Pour quelle réalisation qu'il aurait fait? Ok, c'est un débat de politiciens parce que vous estimez que le système actuel, le régime en place n'a pas de politique, manque d'hommes d'État. Non, mais vous savez, je ne veux pas juger le gouvernement actuel sur base des intentions. On est républicain. Je veux donner les bénéfices du doute. On va les souhaiter bonne chance. Mais madame, vous savez que la question de constitution ou la question du changement de constitution ne devrait pas être parmi les programmes phares du gouvernement actuel. Parce que nous avons l'impression que c'est l'une des programmes ou l'une des points phares de ce gouvernement actuel. C'est vrai que sur les papiers, on va en parler en profondeur. On nous a présenté les chapelets des bonnes intentions qu'ils vont pouvoir faire. Mais, madame, les non-dits dans cette proposition de programme, c'est les changements de leur constitution. Et si pour eux, pas dans les la priorité... non, madame, il y a les non-dits. Quand vous voyez... j'ai eu quand même le temps de feuilleter quelques pages de ces programmes. Vous allez voir que ces programmes, c'est juste une répétition des chapelets des bonnes intentions qu'on nous avait déjà vendus avant 2023. Non, mais c'est fondé sur le pilier, le 6 piliers du chef de l'État durant sa campagne électorale. Madame, ces piliers-là, c'est juste des promesses des Gascons. Ça veut dire qu'ils ne vont pas être respectés. Ces promesses-là ne vont pas être respectées parce qu'il y a eu 6 milliards de promesses au quinquennat passé. Je ne vois pas comment ils vont respecter ces promesses-là. Parce que ces programmes, c'est aussi des promesses. Nous entendons voir, mais nous ne sommes pas en train de faire preuve de beaucoup de pessimisme. Nous sommes républicains. Nous pensons qu'ils pourront faire l'effort d'avancer dans la bonne direction. Il est temps de pouvoir se recadrer. Et se recadrer commence par arrêter cette histoire de changement de constitution. Il ne faudrait pas donner encore une occasion aux ennemis de la République de nous toucher dans les cœurs parce qu'ils nous touchent déjà de partout. Et toucher partout parce qu'on veut changer la Constitution. Il faut arrêter avec cette histoire de changement de Constitution parce que ce n'est pas la priorité du Congolais. La priorité du Congolais, c'est l'amélioration des conditions de vie, c'est l'amélioration du cadre macroéconomique. La priorité, c'est l'amélioration de la vie sociale et aussi que les peuples se sentent qu'ils sont d'abord leur priorité. Si la priorité, c'est le changement de la Constitution, ça veut dire que les peuples d'abord reposaient sur du vent, et c'est du vent, et tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est des promesses de Gascon. Très bien. Alors, je le dis dans mon annonce, sauf imprévu, le gouvernement souminois sera investi ce mardi 11 juin 2024. Alors, pour plusieurs Congolais pensent que ça sera la RDC pourra connaître un tournant décisif avec cette équipe déjà dirigée par une femme qui a de l'expérience et qui justement pose son programme ou elle a fait que son programme se repose sur le 6 piliers du chef de l'État, notamment, je rappelle, la création d'emplois, l'industrialisation du pays, la cohésion nationale, la stabilité de la monnaie nationale, la protection du territoire et la sécurisation de la population, gage du développement du pays. Monsieur Faustin Simanga, votre point de vue? Je commencerai par dire que être un homme n'est pas une compétence. Être une femme n'est pas une compétence non plus.
Il faudrait déjà n'est pas dire que parce que c'est une femme qu'on aura des résultats ou parce que une femme qui madame une femme qui connaît bien la réalité. Madame, je veux en venir. Un homme connaît aussi les paniers de la ménagère. Il ne faudrait pas penser que les hommes ne connaissent pas les paniers de la ménagère. Il ne faudrait pas, vous êtes femme, il ne faut pas réduire la femme à la connaissance du panier de la ménagère. Non, pas que ça montre que la femme a beaucoup plus de connaissances encore. On estime pas que dans le sens politique, en foyer, en société, il y a... Non, mais je comprends. Il faudrait qu'on détache la compétence de la femme à sa féminité et la compétence de l'homme à son côté masculin. Il faudrait détacher. Il n'y a pas de genre, il n'y a que des compétences en politique. Ça veut dire que Mme Suminoa sera traitée tel qu'on traite les hommes. Ça veut dire qu'il faudrait le prendre d'égal à égal. Si on veut aller dans la logique de 50-50, vous l'aurez compris. Ça veut dire que quand on pose la question du programme du gouvernement, et j'en appelle là au sursaut patriotique des députés, il ne faudrait pas que pour poser la question ou les questions à Mme Julie Suminoa, Première ministre, qu'on puisse se dire non, c'est parce que c'est une femme, il ne faudrait pas... Non, déjà, il n'est pas pris sous cet angle-là. Non, mais moi, je pense qu'on va voir, c'est une première expérience, on verra à la plénière si on ne va pas l'aménager parce que c'est une femme. C'est une première ministre. Il ne faudrait pas, parce que c'est une femme, mettre en avant la féminité. Il n'y a que de la compétence qui compte. En politique, on ne voit pas une femme, on ne voit pas un homme, on voit la compétence. Si elle a été choisie à cette place, c'est parce que le président de la République a estimé qu'elle est compétente pour pouvoir appliquer sa politique. Parce que la politique de la Première ministre, c'est la politique du président qu'elle met en œuvre sur base du programme qui va être présenté aux députés. Il ne faudrait pas qu'on puisse se dire non, c'est une guerre entre les hommes et les femmes. Non. Et les premiers ministres, elle est compétente selon la considération du président. C'est parce que c'est lui qui l'a nommé et il a estimé qu'elle est compétente pour pouvoir diriger. Il va diriger, on va juger en fonction des résultats, pas en fonction de elle est femme ou elle est un homme. Non, on va juger en fonction des résultats. Et puisque j'ai posé ces bases-là, j'aimerais que les Congolais puissent avoir la rigueur la plus totale face à ces gouvernements. Pourquoi j'ai dit qu'il faut avoir de la rigueur? Parce qu'il faut qu'on arrête avec la prise des choses avec légèreté. Gérer l'État demande le sérieux, demande l'abnégation et demande la rigueur. Il faudrait aller dans l'école de la rigueur. Si il n'arrive pas à appliquer la rigueur, il y a toujours les personnes que vous pouvez consulter, notamment Matata Mapon, il peut être consulté à tout moment pour qu'il puisse donner les conseils comment il faisait pour pouvoir établir la rigueur. Il ne faudrait pas, parce que ces gouvernements vont être investis dans les conditions où leur système de réflexion est infesté des virus, que nous puissions se dire, ok, on va être très clément parce que c'est une femme. Non, croyez-moi, madame, j'y reviendrai s'il le faut sur ces plateaux pour dire que madame, la première ministre n'est pas dans une bonne direction. S'il le faut, je ne considérerai parce que c'est une femme que je ne viendrai pas parler de la politique. La politique de la RDC doit être prise au sérieux et je pense qu'avec ces gouvernements, nous devons être les plus rigoureux possibles parce qu'ils ont eu leur temps de faire leur apprentissage. Le premier mandat, c'était un mandat d'apprentissage parce qu'on a vu que c'était quand même des personnes qui venaient pour la plupart déjà en train de gérer pour la première fois la chose publique. On a vu beaucoup qui apprenaient quand même. On suppose que maintenant, ils ont plus ou moins appris qu'ils vont quand même faire l'effort de faire semblant qu'ils peuvent bien faire. Donc, on a constaté qu'ils ne sont peut-être pas dans la capacité de bien faire, mais on les laisse quand même la possibilité de se dire que, bon, les Congolais, on peut essayer de bien faire. Parce que nous ne croyons pas, très sincèrement, qu'ils vont faire quelque chose de différent du dernier mandat. Parce que la façon dont ils sont en train d'évoluer, ils sont en train d'aller dans une mauvaise direction déjà. Puisque nous devons être prudents et attendre. Mais le gouvernement n'a pas investi. Comment est-ce qu'ils sont en train d'aller, d'emprunter la mauvaise voie? Ils sont en train d'emprunter la mauvaise voie. Les temps qu'ils ont pris pour pouvoir mettre en place l'équipe gouvernementale. Ils ont promis qu'il allait y avoir 45 ministres au moins. Il n'y a pas eu 45 ministres. On est à plus de 50. Ils ont promis. Mais c'est vrai que c'est plus de 50, mais c'est 54, contrairement à Sama qui en avait 57. Ah non, mais moi je pensais que vous allez dire contrairement à Matata qui avait 35. Parce que jusqu'ici, c'est lui qui tient les records
de membres d'une composition la plus minime, c'est Matata Ponyo Mapon. Encore une fois, c'est les premiers de premiers. Donc, il avait 35 ministres et l'impact de ces réalisations sont en train de se faire sentir jusqu'aujourd'hui. La preuve, quand il s'agit de parler du cadre macroéconomique, on revient encore à la gestion Matata. Quand il faut parler de la stabilité du cadre macroéconomique, on revient encore à Matata. Pourquoi? Parce que c'est le seul aujourd'hui qui a un bilan lisible, traçable et impactant. Parce que on va parler du gouvernement Sama. Très sincèrement, je ne vois pas les effets du passage du Premier ministre Sama au niveau du pays. Partout dans le pays, il y a les mêmes problèmes qu'il a trouvés. Les problèmes d'eau continuent, les problèmes d'électricité continuent, les problèmes de la stabilité continuent et je pense même qu'il a empiré la situation. Donc je ne vois pas. C'est comme ça qu'il y a certains acteurs, au bout d'une année, on les oublie. Pourquoi? Parce que leur impact n'a pas été fort. Or que les premiers ministres comme Matata Ponyo Mapon, ils sont difficilement oubliables parce que leur impact continue à vivre jusqu'aujourd'hui. Parce que le procès, Kangalon Zofi aussi parlait de lui. Alors, vous dites que le système, la gestion est empestée de plusieurs virus, M. Faustin, mais Matata Ponyo reste quand même ouvert. Mais comment il va rester ouvert dans un système qui est infecté parce qu'il risque de se faire contaminer? Non, mais en fait, quand je parle de la consultation, Matata Ponyo Mapon, c'est un monétariste. Il est expert en économie. Il a été ministre des Finances. Il n'y a pas la contamination. Il a été... Matata Ponyo Mapon a l'antivirus pour ne pas se laisser contaminer. Il est immunisé contre la mauvaise gouvernance, il est immunisé contre les détournements, il est immunisé contre le manque de rigueur. Donc vous comprenez que Matata Ponyo Mapon ne peut pas être contaminé, il ne peut pas se laisser contaminer par n'importe quel virus, même des lignes dites sacrées. Donc vous comprenez que Matata Ponyo Mapon a autour de lui les garde-fous qui lui permettra de toujours d'être de bons conseils si ils ont l'humilité de les reconnaître. Le rôle d'un parti politique, notamment, c'est de pouvoir servir d'éclaireur et de catalyseur quand il est faux. Les LGD, quand je parle de Matata Ponyo Mapon, il faut voir les LGD dans son ensemble. Il faut qu'on puisse élever la façon de pratiquer la politique. Il ne faudrait pas qu'on se réduise à ceux qui sont pour et ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent. Non, il faut aller dans les fonds des choses. Matata Ponyo Mapon a dit haut et fort, si on le consulte pour qu'il puisse donner des conseils, il va les faire. Pourquoi ne pas faire preuve d'humilité, demander conseil à Matata Ponyo Mapon parce qu'il pourra le donner en tant que professeur, parce qu'il est professeur, en tant qu'ancien Premier ministre, parce qu'il est, en tant qu'ancien ministre de Finances, parce qu'il est aussi. Il ne faudrait pas avoir honte de recourir aux ressources qui peuvent permettre au pays d'avancer. C'est en s'obstinant qu'on est en train de s'enfoncer dans le trou parce qu'on veut juste pour les besoins de l'ego dire bon, j'ai fait ça par moi-même, j'ai fait ça tout seul, sans consulter les autres. Ce n'est pas encourageant de voir qu'il y a des acteurs qui pensent que consulter les autres Congolais qui ont de la compétence est un défaut. Il faut qu'on élève la capacité et la façon de faire de la politique parce que si on continue sur ces chemins, on va à chaque fois se niveler vers les bas parce que nous serons en train de vouloir satisfaire l'ego au lieu de trouver les bonnes solutions. C'est comme ça que le LGD est dans une posture des solutions. À chaque fois que les gens ou les Congolais ou les journalistes veulent venir avoir des informations, ils partent au LGD, ils ont les informations, ils ont les orientations qui permettront à ce que les pays puissent avancer. C'est dans ça que nous sommes inscrits comme parti politique. Nous sommes un parti politique qu'on peut consulter à tout moment. Notre siège se trouve à ma campagne, ce n'est écrit pour personne. La porte est ouverte pour qui veut venir avoir des informations. Même si à chaque fois qu'on veut visiter le LGD, c'est pour caillasser, c'est pour détruire. Et on a en mémoire les récents événements qui ont défrayé aussi la chronique, l'attaque du siège du LGD. Il ne faudrait pas venir visiter le LGD que pour l'attaquer, pour l'abîmer, pour le caillasser, pour l'attaquer en justice. Mais il faut aussi venir pour venir
consulter. Très bien. Alors, pour venir apprendre et pour venir se connecter au leadership de qualité. Et donc, avant la composition de ce gouvernement, le gouvernement souvinois, vous pensez que c'est un gouvernement qui doit vite être investi pour justement s'occuper des priorités du pays? Mais vous savez, les Congolais ont juste besoin que les feuilletons s'arrêtent. C'est dans cette attitude-là que les Congolais sont. Il n'y a rien qui bloque. Il s'agit du feuilleton. Ah oui, c'est un feuilleton. Depuis les débuts ou depuis l'investiture du président de la République, on est en train de marcher en reculons. On voit les gouvernements qui est la première ministre qui est nommée, mais on a eu plus d'1 mois pour pouvoir composer un gouvernement. Chose qui pouvait être fait comme Matata Pognon en 10 jours. On a vu des tergiversations. La consultation, le renouvellement de la classe politique. C'est la preuve qu'il n'y a pas un leadership fort au sein de l'Union du Sacré. S'il y avait vraiment un leadership fort, un leadership collectif fort, on n'aurait pas besoin de 2-3 mois pour pouvoir composer ces gouvernements. On voit aujourd'hui, pourquoi je parle de gouvernement de technocrates et non politiques. Non mais madame, je ne sais pas, le concept technocrate est devenu un fourre-tout aujourd'hui. Est-ce que Jean-Pierre Bemba est technocrate? Non, mais il est membre du gouvernement. Non, mais il n'est pas le seul. Vous avez dit que c'était un gouvernement de 54 et la majorité. Est-ce que l'actuel ministre de Justice est technocrate? C'est des politiques. Il ne faudrait pas prendre quelques personnes. Majoritairement, en fait. Mais je ne pense pas. Il ne faudrait pas prendre des personnes qui sont juste des faire-valoir d'une vision politique. Non, madame, les personnes qui sont dans ces gouvernements, il faut le dire, ce sont des politiques. Ils sont des politiques. Moi, le concept technocrate, c'est un fourre-tout en réalité. Quelqu'un qui touche à la gestion de l'État est un politique. Il ne faudrait pas, parce que quelqu'un se cache derrière son bureau, les qualifier de technocrates. Non, technocrate ou la technocratie ne veut pas dire être un politicien pendant 5 ans et puis se cacher derrière son bureau et faire croire qu'on est technocrate. Non, ou parce qu'on ne passe pas souvent sur les médias et qu'on devient technocrate. C'est devenu un fourre-tout, la technocratie. Il faudrait pas non plus. Et il faudrait considérer que les personnes qui touchent à la gestion de la République sont des politiques. Ils doivent assumer leur posture. Et si on suit très bien, vous allez voir que tous les ministres ont un parti politique. En commençant par la ministre de la Jeunesse, elle a un parti politique. Et vous allez me dire, parce qu'elle n'est pas connue de la jeunesse elle-même, qu'elle est technocrate. Madame, cette nouvelle première ministre, elle n'est pas connue de la jeunesse. Elle n'a jamais été dans le secteur des jeunes. Tout le monde le sait. C'est pas pour autant qu'on va dire, bon, elle est technocrate. Mais ça, c'est vous qui le dites parce qu'elle a été vice-gouverneure avant d'être élue ministre. Non, mais elle a été vice-bourgmestre. Voilà, madame, elle était vice-bourgmestre. Parce qu'on parle de question de la jeunesse aussi, elle est membre du gouvernement. Madame, je sais que vous êtes bon journaliste, faites l'investigation. Avant qu'elle soit nommée, son compte Twitter, les jeunes s'expriment beaucoup sur Twitter, son compte Twitter était à 100 quelques abonnés. Ça veut dire qu'elle avait moins d'abonnés que moi qui vous parle sur ces plateaux. Si on doit parler dans le langage des jeunes, c'est parce qu'il y a eu un scandale autour de son nom, c'est parce qu'il y a eu la nomination qu'aujourd'hui on peut voir que ses followers ont grimpé. C'est la preuve qu'elle n'a jamais été dans les milieux de jeunes. Et tout le monde qui sont dans les milieux de jeunes sont connus et ils ont beaucoup de followers. Mais pourquoi on ne choisit pas quelqu'un qui connaît les questions des jeunes pour pouvoir permettre à ce qu'ils puissent parler aux jeunes? Encore géré. Comment vous estimez que c'est une dame qui ne connaît pas les questions des jeunes? Vous nous dites qu'elle n'a pas encore géré, mais elle est compétente pour gérer quand même. Mais vous vouliez que le choix, c'est parce que... non, mais madame, non, elle a été pendant combien de mois? Pendant combien de mois? La première ministre a estimé... Madame, les questions de jeunes, c'est des questions sérieuses. On est à plus de 50% des jeunes en RDC. Il faut l'avoir en œuvre. Madame, on ne teste pas la gouvernance au sommet de l'État. On ne devient pas ministre pour tester. On la laisse gérer, on la laisse travailler. Mais après, il y aura un bilan. Je suis en train d'analyser le contexte dans lequel elle a été nommée. Je vous dis qu'avant qu'elle soit nommée Premier ministre, enfin, qu'elle soit nommée ministre de la Jeunesse, elle n'avait pas plus de 200 followers sur son compte Twitter. Ça, je parle dans le langage des jeunes parce qu'on sait voir. Quelqu'un qui est engagé pour la jeunesse, au moins sur ses réseaux sociaux, elle a plusieurs followers. Sur Twitter, il y a beaucoup de jeunes qui sont nettement engagés et qui sont suivis par plusieurs jeunes. Vous l'avez croisé combien de fois dans les conférences parlant des jeunes? Madame, il faudrait qu'on puisse être sérieux et être rigoureux. Je vous ai dit que je ne veux pas
être moins rigoureux parce qu'il s'agit de femmes. Je veux être aussi rigoureux comme on le fait avec les hommes, parce qu'il s'agit de l'État. L'État n'a pas de genre. La ministre de la Jeunesse, c'est vrai qu'elle serait compétente selon la décision du président de la République, parce que c'est lui qui a nommé. Nous attendons voir, mais nous analysons quand même. Il faut qu'on puisse arriver à choisir les ministres, les députés, les gestionnaires de la chose publique sur base de leur parcours. Un bon leader a un parcours. On ne peut pas avoir un leader qui tombe du ciel. Les gens qui sont parachutés parce qu'ils sont de telles obédiences politiques, parce qu'ils sont de tels courants politiques, parachutés parce qu'on doit satisfaire telle ou telle autre personne. Il faudrait qu'on puisse prendre au sérieux ces pays. Et ces pays, si on veut le prendre au sérieux, il faut choisir les personnes qui ont un parcours. Et si je vous posais la question, ce n'est pas votre rôle de me répondre, madame, je le conviens, mais si on vous posait la question sur les jeunes qui ont impacté ces pays dans les 5 dernières années, je crois que vous n'allez pas citer l'actuel ministre de la Jeunesse. Et ça, c'est vrai. Et tout le monde qui nous suit aujourd'hui sont d'accord que si on cite 5 jeunes qui impactent cette République, elle n'est pas dedans. Madame, c'est pas parce que vous avez été vice-bourgmestre que vous devenez compétente pour gérer la jeunesse de la République. Soyons quand même sérieux. Il faut être en mesure d'être rigoureux. Et ça, on fait preuve de rigueur. Et le leadership, c'est l'école de la rigueur. Il faudrait qu'on puisse aussi se résoudre à être rigoureux. C'est la ministre de la Jeunesse. Je suis sûr que je ne suis pas encore assez vieux. Je suis dans la catégorie de la jeunesse. Il faudrait aussi que nous puissions demander à ce que l'actuel ministre de la Jeunesse puisse réellement s'imprégner enfin des questions de la jeunesse, parce qu'elle n'a pas été dans les questions de la jeunesse depuis très longtemps. Concrètement parlant, qu'est-ce que vous reprochez réellement à ce gouvernement? Non mais madame, je ne reproche, je veux dire à ce stade, je ne reproche rien parce qu'ils n'ont encore rien fait. On les donne, on les donne les bénéfices du doute. Je ne peux pas me mettre en train de déjà dire non, je reproche ça pendant qu'ils n'ont pas encore travaillé. Ils n'ont même pas encore mis les pieds dans leur bureau d'une manière formelle. Donc il faudrait les laisser travailler. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas évaluer les profils. Parce qu'avant de pouvoir considérer les actions, il faut voir les profils. On était en train de parler de la ministre de la Jeunesse pour dire qu'elle n'a jamais été dans les questions liées à la jeunesse. Les postes les plus élevés qu'elle a eu avant d'être ministre de la Jeunesse. Vous n'êtes pas très enchanté de l'avoir à ce poste. Non, madame, c'est pas une question qui est enchantée ou pas. Je peux vous citer les autres ministres si vous voulez. Il faut voir les profils. Du ministre qui remplace Jacquemin Chabani, il remplace Peter Kazadi au ministère. Déjà, c'est la vice-primature de l'Intérieur. Mais je pense que ça, c'est une question de confiance. Ceux qui connaissent, ils savent que c'est un ancien directeur des campagnes. De confiance et non de compétence. Oh, mais confiance, d'abord. Je pense qu'il est de la famille politique du président de la République. Les critères de confiance. Les postes revenaient de droit à l'UDPS. On a accordé ça à l'UDPS. C'est quelqu'un qui a joué un grand rôle. Il a joué un grand rôle dans la campagne et dans la réélection du président actuel. Je pense que le président a été... Une récompense. Mais madame, c'est vos mots et moi j'utilise les miens. Je pense qu'il a utilisé la confiance, ou il a reçu la confiance du président de la République. Les autres motivations, c'est seul le président de la République qui le sait. Mais je pense que les ministres de l'Intérieur et les ministères de l'Intérieur devraient être confiés aux personnes qui ont quand même eu un passé de sécurocrates. Ça pourrait permettre à ce que la gestion des hommes en uniforme puisse se faire de la plus bonne des manières, au lieu de toujours mettre les politiciens qui vont venir pour servir de personnes qui aident le pouvoir à gérer les manifestations des opposants. Et je pense qu'ils ont peut-être mis aussi quelqu'un de l'UDPS en prévision de marche de l'opposition, parce que l'opposition va être mobilisée quand il faudra pour pouvoir résister contre la possible... il est là pour résoudre les questions de sécurité. Madame, les non-dits, c'est aussi ça. Parmi les missions, les non-dits, je suppose, que, sauf s'ils ne sont pas bons politiques, s'ils sont bons politiques, je pense que leur mission serait aussi de pouvoir mater l'opposition. Et je pense qu'ils ont choisi quelqu'un qui est de l'IDPS. Ils savent qu'il pourrait être loyal aussi dans cette optique. Mais ils ont Constant Moutamba au ministère de la Justice, il est de l'opposition. Ah mais madame, et je pense que ceux qui nous suivent rigolent en qualifiant Moutamba, le ministre Moutamba d'opposant.
on le savait avant les élections et après les élections, qu'il n'a jamais été de l'opposition. Et s'il était réellement de l'opposition, il ne pouvait pas se retrouver en train de compétir contre un candidat au niveau du bureau de l'Assemblée nationale qui est réellement de l'opposition. Mais le poste revenait à l'opposition, ouais. Il n'empêche qu'il puisse compétir, comme vous venez de le dire, la question de non mais madame, vous pensez que c'est sérieux? Vous avez des députés ou droit, vous êtes en compétition contre un parti politique qui a plus de 20 députés. Et je pense que même les enfants qui sont encore en train d'apprendre à comment marcher, ils peuvent dire que bon, c'est quand même assez absurde pour ne pas être désobligeant. Vous savez, il faudrait pas qu'on puisse se dire, il faut assumer qui on est. C'est ça aussi les centres de leadership. Si on est opposant, il faut assumer qu'on est opposant. Du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Nous, on est un parti politique de l'opposition, on l'assume, on les proclame, on les dit partout. Que Faustin Skimanga porte une cravate rouge de l'opposition, il est à l'opposition. Il s'est fait consulter, mais après, c'était pour dire que... Madame, si je viens vous parler sur votre plateau, est-ce que c'est un problème? Non. Avant de venir sur cette émission, il faut qu'on puisse prendre contact. Voilà, si Matata Pogno Mapon rencontre quelqu'un dans l'avion, ou dans le train, ou dans le métro, quand il part à Paris, par exemple, et on va dire non, il ne devrait pas rencontrer les gens dans le métro. Soyez quand même sérieux, madame. Très bien, monsieur Faustin Skimanga. Tout doucement, petit à petit, nous tendons vers la fin de cette émission parce que nous parlons de l'investiture du gouvernement. Le programme du gouvernement séminois est évalué à près de 93 milliards de dollars sur 5 ans, soit 18 milliards par an. Un budget que vous trouvez ou vous pensez être excessif? Mais vous savez... on dans ne va un pas... climat ou dans un environnement politique et sécuritaire comme Mais madame, moi je pense très sincèrement qu'on n'a pas aidé la première ministre actuelle. On l'a... Bon, j'avais dit qu'il y avait un virus, mais malheureusement j'ai l'impression qu'elle s'est fait infecter avec les chapelets des bonnes intentions. Parce qu'on a eu beaucoup de chapelets de bonnes intentions. Si je vous posais la question, est-ce qu'on vit dans l'Allemagne de l'Afrique? Vous allez me dire non, on ne vit pas dans l'Allemagne de l'Afrique. C'est aussi ça les promesses qu'on a eu dans le quinquennat passé. Mais apparemment, puisque c'est bonnet blanc, blanc bonnet, madame, nous sort des chiffres. Pendant que nous savons que même les chiffres paraissent contradictoires. Et j'ose croire que les députés vont déceler le manque de cohérence dans les chiffres. Parce que si vous lisez, vous allez peut-être constater qu'il y a des incohérences dans les chiffres. Donc, madame, c'est des chapelets de bonnes intentions. Si on posait la question comment ils vont mobiliser, ils vont nous dire que la grande part sera financée par les bailleurs des fonds étrangers. Pendant que quand on veut qu'on supprime la CENI, on la remplace par une organisation internationale, on dit non, c'est question de souveraineté. L'économie est aussi souveraine, on est d'accord. Il faudrait qu'on puisse savoir ce qu'on veut réellement. Les Congolais ne veulent pas ou ne veulent plus des chiffres, ils veulent de la réalité. La réalité, c'est les embouteillages. La réalité, c'est la monnaie qui n'est pas stable. La réalité, c'est nos Congolais qui meurent à l'Est. La réalité, c'est les Congolais qui meurent brûlés par l'incendie qu'on ne sait pas qualifier si c'est d'origine criminelle ou d'origine accidentelle. Après plusieurs heures, la priorité devrait être la sécurité du Congolais. Et si on veut vendre aux Congolais les chiffres, ça ne marche pas et ça ne marchera plus. Pourquoi? Les Congolais sont quand même assez lucides. Ils constatent qu'on nous promet, on ne réagit pas. On nous promet, on ne réalise pas. C'est quand même agaçant de voir qu'il y a les gouvernants qui vont venir, ou les gouvernements qui vont venir nous dire qu'on aura autant de milliards de budget, mais en réalité, on a des dépassements au niveau de la présidence, 250%. On a des dépassements budgétaires. À la présidence, curieusement, il n'y a que là-bas où il y a des dépassements budgétaires énormes. Mais même dans l'application, ils n'atteignent pas aussi facilement les montants qu'ils ont prévus. Donc vous comprenez qu'il y a des incohérences dans tout ça. S'ils font ça, ou ils présentent un programme pour les besoins du protocole, je pense que ça serait quand même dommage pour la République. Présenter un gouvernement ne devrait pas juste être les protocoles et faire semblant qu'on respecte la loi pendant qu'on ne la respecte pas dans le fond. Il faudrait que les chiffres qu'on met sur le papier puissent refléter la volonté du peuple et l'application puisse solutionner les questions liées au social notamment. Et j'ai l'impression qu'ils ont oublié le social pendant que c'était leur leitmotiv avant 2016. Aujourd'hui, ils ont totalement abandonné la population. La population aujourd'hui attend
que 2028 arrive pour que nous puissions tirer les conséquences de la mégestion du quinquennat, du premier quinquennat et visiblement, à ce qui paraît, du deuxième quinquennat. Parce que je ne vois pas comment ils vont rectifier les tirs s'ils ne choisissent pas la rigueur et le leadership de qualité. Et donc, s'il faut parler présentement de priorité, Monsieur Faustin, vous pensez que c'est qu'il faut mettre le chapeau ou d'abord s'appesantir sur la question de l'Est, le social, la santé, souveraineté nationale? Comment ça se fait? Madame, je pense que maintenant, au Congo, tout est prioritaire. Mais la priorité des priorités, c'est le leadership et la gouvernance de qualité. Parce que si on renforce les leaderships, ça permettra à ce que la sécurité puisse être bien gérée, la gouvernance permettra à ce que le social soit aussi bien géré. Et si on renverse la pyramide en commençant par la sécurité et négliger les leaderships qui gèrent la sécurité, il y aura un problème. C'est pour ça que notre proposition en tant que parti politique, ça a toujours été de pouvoir mettre en avant les leaderships et la gouvernance des qualités, qui permettra à ce que il y a les hommes qui gèrent la sécurité. Si on a les hommes qui sont bien formés, ils vont bien gérer la sécurité. Si on a les hommes qui sont bien formés, ils vont gérer le social des Congolais. Et la priorité devrait être là. Et si on veut construire son verbatim politique sur base de la guerre à l'Est, pendant qu'on ne fait pas les efforts pour pouvoir la résoudre la question de l'Est, ça sera encore une fois des échecs. Parce que nous avons l'impression, en tant que Congolais, que plus on fait et on dilapide l'argent de la République dans les campagnes médiatiques, dire que bon, Bende Lekoyate, mais Bende Lekoyate déjà, Ezakutu Daliboulou déjà, Bende Lekoyate, tout ça, ça dilapide l'argent de l'État, mais ça ne produit pas des effets réels. Il ne faudrait pas être dans le tape à l'œil. Le ministre actuel de la communication a été reconduit. On espère qu'il va se détacher du tape à l'œil, parce que nous savons qu'il a quand même excellé dans du tape à l'œil, pendant qu'on sait que les journalistes ne sont pas dans les bonnes conditions, pendant qu'on sait la communication de la République est au plus bas, pendant qu'on sait que les médias n'arrivent pas à se financer. Pourquoi ne pas poser sur la table la question des financement des médias? Les subventions de médias. Les médias fonctionnent avec les moyens des bords. Ces questions, c'est ça les vraies questions qu'il faudrait poser sur la table. Pas du tape à l'œil, pas imprimer des calicots et faire croire qu'on fait du travail pendant qu'on sait que imprimer ne coûte pas grand-chose. Donc vous savez qu'il faudrait qu'on puisse partir dans les fonds. Si on veut réellement solutionner les questions de la République, il faut arrêter avec du tape à l'œil. Si on veut aider la République, il faut arrêter à imprimer des calicots, se dire, bon, ok, on est en train de faire des actions. Or qu'en réalité, ça repose que sur du vent. Il faut arrêter de vendre du vent aux Congolais. Il faut réellement faire les choses qui sont peut-être pas visibles, mais qui ont des réels impacts. Je vous ai cité la question du ministère de la Communication pour vous montrer justement que je ne parlais pas que du ministère de la Jeunesse. Dans tous les secteurs, nous devons faire preuve de rigueur, parce que justement, dans tous les compartiments de la vie nationale, il y a besoin de booster le leadership, de booster la gouvernance pour permettre à ce que les résultats puissent être à mesure de solutionner les questions socio-économiques de la population. Dans les secteurs de la communication et des médias, il y a beaucoup de problèmes. Les journalistes n'ont peut-être pas le temps de pouvoir en parler assez parce que ils veulent pas être sanctionnés. Mais il faudrait que nous, en tant qu'acteurs politiques, qu'on puisse porter aussi cette voix-là pour dire que dans les secteurs de communication, il y a des problèmes, des réels problèmes. Si aujourd'hui, on veut tout simplement mobiliser les fonds pour la chaîne nationale, mais on oublie les privés qui font aussi la bonne communication, et parfois la chaîne nationale est au suivi que quand il s'agit du match de football. Mais les autres chaînes ont aussi le droit de pouvoir exister sur le microcosme des médias, parce que on a besoin de la pluralité de l'information. Si on donne beaucoup d'argent à la RTNC, on ne s'occupe pas des autres médias, il y aura un problème. Et on va avoir une information qui est filtrée, et ma cravate rouge ne sera peut-être pas les bienvenus à la RTNC, parce qu'on ne m'a jamais invité là-bas. Vous savez, parce que la cravate rouge de la rigueur fait mal à la RTNC. Et ça, c'est un secret pour personne, parce qu'on veut aussi parler sur les médias publics. Pourquoi on nous refuse l'accès aux médias publics? Pendant qu'on sait que le temps de parole doit être décompté sur base de toutes les sensibilités. Si on voit que l'union sacrée du matin au soir sur la RTNC, pendant que les hommes en cravate rouge sont les personnes en non grata à la RTNC, on ne m'a jamais invité à la RTNC. Pourquoi? Or que nous finançons. Et aujourd'hui, on nous demande même
que quand on paye les factures d'eau et d'électricité, qu'on puisse mettre l'argent dans les caisses de la RTNC pendant qu'on ne nous invite pas. Comment on va faire? On aura quel courage de pouvoir financer la RTNC pendant que la cravate rouge n'est pas la bienvenue à la RTNC, pendant que c'est notre chaîne nationale? Donc il faudrait rectifier tout ça. Et c'est de la responsabilité du ministre de la Communication et Médias qu'il faudrait qu'il puisse faire en sorte que les temps de parole soient décomptés et qu'on puisse rationaliser les passages sur la chaîne nationale. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse toujours être dans une gestion de médias un peu à l'aveugle. Non, il faut décompter les temps de parole. Toutes les sensibilités doivent se retrouver sur le média public. Et si vous voulez que nous puissions appeler les contribuables de pouvoir donner à la RTNC de l'argent, il faudrait que la RTNC puisse représenter toutes les sensibilités. La dernière fois que la RTNC a passé un opposant, c'est quand? La preuve, j'ai quand même déjà fait le tour de médias, de tous les médias de la RDC. Mais la RTNC ne nous accepte pas. Pourquoi? Et ils veulent notre argent. Madame, si on voit la cravate rouge à la RTNC, ils vont réfléchir à 5 fois pour nous accueillir. Et c'est la réalité. Très bien. S'ils veulent nous contredire, ils doivent m'inviter. Je viendrai parler et critiquer le gouvernement sur la RTNC s'ils vont faire passer ça. Exactement. Donc, du coup, on demande à la RTNC d'être impartial du moment où c'est une chaîne nationale et la chaîne mère. Donc, M. Faustin Simanga, le président Félix-Antoine Tshisekedi, notre dernière thématique, et c'est par là que nous allons finir. Je disais que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a investi Daniel Bumba, enfin, comme gouverneur de la ville de Kinshasa. Est-ce un bon profil pour la ville? Madame, à ce stade, on ne peut plus dire si c'est un bon profil ou pas. Le lait est déjà répandu. On ne peut pas parler sur un lait répandu. Donc vous comprenez que le président de la République a entériné le choix de représentants du peuple. Ils ont, pour la forme, représenté les peuples. Nous savons dans le fond dans quelles conditions il a été voté. Il y a eu en son temps l'actualité autour de l'élection de l'actuel gouverneur de la ville. Nous ne sommes plus au temps où il faut dire est-ce que c'est un bon choix ou pas. Les choses sont déjà consommées. On va voir les résultats sur le terrain. Kinshasa est devenue l'une des villes les plus sales au monde. Il faudrait qu'on puisse dire les choses en face. Faire semblant que tout va bien pendant que nous savons tous que tout ne va pas bien à Kinshasa, c'est malhonnête et c'est même pas respectueux par rapport à la population. Il faudrait que les autorités puissent être à mesure de dire que c'est sale pendant qu'on sait que c'est sale. Il ne faudrait pas ménager le gouverneur actuel qui viendra. Sa première action, c'était quoi? Inviter un certain comédien dans son bureau. Chose qui ne devrait pas se faire tout de suite quand on est élu gouverneur. Maintenant qu'il est investi, il a critiqué hier la gestion actuelle ou la gestion actuelle de la ville. Nous voulons voir les preuves. L'UDPS avait toujours voulu ou a toujours considéré qu'ils n'avaient jamais le contrôle de la ville. Aujourd'hui, ils ont un membre de l'UDPS, des convictions selon eux, des choix selon eux, des politiques selon eux aussi. Donc ça veut dire qu'on a un membre de l'UDPS, de la tête aux pieds, si je dois m'exprimer ainsi, et nous voudrons voir la politique de l'UDPS pour la ville. Nous ne voyons pas seulement la politique de l'actuel gouverneur, nous voyons la politique de l'UDPS pour la ville. Parce que nous, en tant que parti politique, même si on parle par moment ou des fois à notre nom propre, mais nous voyons plus l'institution que les personnes. Parce que les personnes représentent les institutions. Il ne faudrait pas toujours détacher les hommes de leurs institutions. Le gouverneur actuel est membre de l'UDPS. Nous allons juger la politique de la ville de l'UDPS. L'UDPS devrait, à travers son gouverneur, appliquer sa politique qu'il a toujours prêchée depuis plusieurs années d'opposition. On aimerait voir qu'après l'opposition, ils appliquent les mesures qu'ils ont apprêtées, préparées dans leur laboratoire, pour qu'ils puissent donner à la ville la salubrité ou les conditions vivables au moins. Il y a les poubelles dans tous les coins et recoins qui ne sont pas ramassés. Il faudrait que l'UDPS et sa politique puissent développer la capacité de pouvoir solutionner ces problèmes-là. Il ne faudrait pas qu'on puisse voir les gouverneurs actuels seuls. Il faut prendre la politique de l'UDPS en général. Parce qu'après autant d'années de l'opposition, je suppose qu'ils ont au moins
au minimum la politique de la ville. Oui, parce ils que vont vraiment nous emmener vers des solutions idoines. nous espérons qu'ils vont appliquer la politique qu'ils ont réfléchi en amont pour gérer la ville. Parce que si on veut à tout prix imposer un gouverneur issu de l'UDPS, on suppose qu'ils ont une politique qui va permettre à ce que la ville soit mieux gérée. Et si on constate que le gouverneur actuel ne gère pas bien, ça ne serait pas le gouverneur, mais ça sera la politique de l'UDPS qui aura échoué. Et je pense que les Congolais vont tirer les conséquences de la mauvaise politique de l'UDPS pour la ville. Et je pense qu'il ne faudrait pas mettre trop de pression sur l'individu, le gouverneur, mais il faut mettre la pression sur la politique globale de l'UDPS parce que nous devons sortir de la politique liée aux individus pour entrer dans une autre politique liée aux institutions. Et c'est entre autres l'UDPS qu'il faudrait interpeller quand il s'agira de pouvoir juger la ville. Nous, par exemple, en tant qu'institution, nous avons proposé la suppression de la CENI. Si cette proposition est prise en compte et appliquée, nous allons tenir compte de ça et répondre quand il le faut. Si on propose le leadership, c'est parce que nous voulons qu'on puisse juger le LGD en fonction de leurs propositions, en fonction de ses idées. Et nous jugerons aussi l'UDPS en fonction des idées et en fonction de l'application de leurs idées qu'ils ont travaillé, on suppose, pendant plusieurs années d'opposition pour pouvoir appliquer à la ville, appliquer au pays et appliquer dans la sous-région et impacter le pays partout dans le monde. Donc nous supposons que le gouverneur actuel, il a du pain sur la planche, mais il ne faudrait pas lui mettre seul comme individu la pression. Il faut mettre la pression à l'UDPS parce qu'il est représentant, j'allais dire, de l'UDPS. Il applique la politique de l'UDPS pour la ville et on suppose que l'UDPS a toujours eu, en tant que parti politique, une politique qui va appliquer à la ville. Au cas contraire, on constatera que l'UDPS repose sur du vent. Merci beaucoup, M. Faustin. Cette émission est terminée. Votre mot de la fin. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de venir sur CML chez vous. Je me sens à l'aise de parler aux Congolais et nous devons rompre avec la communication et les émissions qui viennent que pour tacler les pouvoirs, mais ne proposent pas des solutions. Nous, aujourd'hui, en tant que communicants du LGD, nous sommes venus avec une proposition sur la table. C'est entre autres la suppression pure et simple de la CENI pour la remplacer par une organisation internationale qui va organiser les élections qui seront crédibles, libres, démocratiques et transparentes. C'est ça notre proposition d'actualité qui est mise sur la table en tant que parti politique. Nous voudrions aussi que quand on vient sur le plateau télé, que l'UDPS nous propose quelque chose et nous allons débattre sur base de ce qu'ils auront proposé. Et nous, on propose d'une manière pérenne le leadership et la gouvernance de qualité qui est les binômes guérisseurs, les binômes salutaires pour la République. Donc nous voulons guérir la République et nous pensons que l'antidote ou la mesure qui va guérir la République, c'est le leadership et la gouvernance de qualité. Et puisque on est prévoyant, nous voyons déjà que 2028 est en train de venir, nous devons déjà s'occuper de la CENI dès aujourd'hui. Il faut la supprimer et la remplacer par une organisation internationale qui viendra pour organiser les élections qui ne seront pas inféodées au pouvoir politique parce que la CENI aujourd'hui est devenue une régie de distribution des machines à voter et ce n'est pas intéressant et ce n'est pas beau pour les pays et ce n'est pas intéressant pour notre démocratie. Très bien. C'était M. Faustin Simonga, cadre et communicateur du parti politique LGD de Matatampogno. M. Faustin, merci pour vos analyses et explications. Merci beaucoup pour votre invitation. Très bien. Alors, James Monka était à la réalisation de cette émission. Grâce Rajabou derrière le caméra. Merci à vous pour le travail abattu pour la réussite de cette émission. Merci également à tous les téléspectateurs de la chaîne CML 13 Télévision ainsi que ceux du magazine CML chez vous. C'est toujours un réel plaisir de me tenir devant vous pour la présentation de cette émission, de ce magazine. Alors, on se retrouve demain pour le second numéro de votre magazine. D'ici là, bonne journée à vous et restez branchés au programme de votre chaîne CML 13 Télévision. Merci, au revoir.